Nous sommes à Cazaux, en Gironde, à seulement quelques kilomètres de la côte atlantique. Ce village de 3000 habitants, situé en pleine nature, offre un cadre de vie idyllique. C'est à proximité du bassin d'Arcachon et d'un lac qui attire les touristes, les pêcheurs. C'est un lieu principalement touristique. L'hiver, c'est très paisible. C'est plutôt une image de carte postale qui vient à l'esprit quand on pense à Cazaux. C'est ici que Charlotte, 17 ans, et Michael, 34 ans, un jeune couple originaire de Cahors, a décidé de refaire sa vie. Mais le 12 septembre 2008, dans un hôtel où il loge, un drame vient de se dérouler. Paniqué, Michael alerte sa famille. Il appelle sa sœur, qui ne pouvant faire le déplacement, appelle le père de Michael, qui appellera les secours. Les pompiers d'Arcachon se précipitent alors sur place. Il est 23h15 lorsqu'ils pénètrent dans la chambre du jeune couple. Ils vont trouver un homme, Michael, hagard, devant le corps allongé de Charlotte. Malheureusement, pour la jeune femme de 17 ans, il est trop tard. Elle a succombé à ses blessures. Quelques minutes plus tard, la police arrive à son tour à l'hôtel. Les premiers policiers qui sont arrivés sur les lieux ont rapidement compris qu'il s'était passé quelque chose de particulier. Alors que s'est-il passé dans cette chambre? Comment Charlotte est-elle morte? S'agit-il d'un accident? Ou la vérité est-elle beaucoup plus sombre? À Cazaux, après la découverte du corps sans vie de Charlotte, les enquêteurs procèdent aux premières constatations dans la chambre d'hôtel du couple. La chambre était dans un désordre assez indescriptible. Il y avait des bouteilles d'alcool, il y avait une odeur assez terrible d'après ce qu'ils ont décrit, qui manifestement était en lien avec l'état du corps de Charlotte. Pour en savoir plus, les policiers examinent le corps de la jeune femme. C'est une jeune fille qui est allongée, couverte de bleu, présentant de très nombreuses lésions, laissant presque à penser qu'elle est passée sous un véhicule. À ses côtés, un jeune homme de 34 ans lui tient la main, sanglote et tient des propos incohérents. Interrogé par les enquêteurs, Michael tente tant bien que mal d'expliquer ce qui s'est passé. Il leur a affirmé que Charlotte avait fait un malaise alors qu'elle était en train de prendre sa douche. Ce qui leur a paru assez surprenant puisqu'ils l'ont découverte habillée et visiblement dans cette situation depuis un certain temps. Constatant la présence d'une serviette tachée de sang, les policiers questionnent encore davantage le jeune homme. Il explique que quelques semaines auparavant, Charlotte a fait une vilaine chute. Elle a trébuché dans un escalier menant à un canal et s'est à cette occasion gravement blessée à plusieurs endroits du corps, des lésions, des plaies purulentes qu'ils n'ont jamais pu soigner durant les jours qui suivent. Et depuis lors, Charlotte a vu son état de santé se dégrader de manière très forte, enchaînant les chutes, enchaînant les nouveaux hématomes, à tel point que les jours qui précédaient, elle était vraiment mal en point. Des explications qui ne convainquent pas les enquêteurs. Michael est donc emmené au commissariat d'Arcachon et placé en garde à vue. Avant de l'entendre plus longuement, les policiers se penchent sur le profil de la victime. Charlotte, c'est une jeune fille de 17 ans qui est pleine de vie, bon, qui est particulièrement fragile. Elle est fragile parce que d'abord elle a 17 ans, qu'elle habite à Cahors et qu'elle n'est jamais sortie de Cahors. Elle connaît rien d'autre en fait que le domicile familial, son père, sa mère.
et l'IME où elle a été suivie parce qu'elle a une maladie, une certaine déficience, elle a besoin en fait d'être protégée. Atteinte du syndrome de Recklinghausen, une maladie qui touche le cerveau et le système nerveux, Charlotte présentait un léger retard intellectuel. Elle était donc scolarisée dans un institut médico-éducatif. Mais cette pathologie ne l'empêchait pas de vouloir vivre, comme toutes les adolescentes. Elle est très romantique et elle croit, comme toutes les jeunes filles de son âge, au grand amour. Alors que révélera l'autopsie de la jeune femme? Michael a-t-il dit toute la vérité aux enquêteurs? Et que vont découvrir les policiers en s'immisçant dans l'intimité du couple? À l'Institut médico-légal de Bordeaux, après la mort de Charlotte, une autopsie est réalisée sur le corps de la jeune femme. Le rapport d'autopsie, il est juste effroyable. On a rarement vu un dossier où de la tête, enfin de la base du cuir chevelu jusqu'à la base des pieds, il n'y a pas un endroit qui ne soit pas marqué par les coups et les blessures qui ont été infligées à Charlotte. Le médecin légiste dénombre pas moins de 80 lésions sur le corps de la jeune fille de 17 ans. Mais le pire reste à venir, car Charlotte serait décédée 6 heures avant l'appel des secours, après une lente agonie. Charlotte est morte d'un choc septique, c'est-à-dire d'un choc infectieux résultant des nombreuses plaies purulentes. On parle de plaies au cuir chevelu, de tuméfaction de la face, de côtes brisées, d'hématomes recouvrant la quasi-totalité de son corps. Un tableau clinique inquiétant qui ne colle pas avec la version de Michael qui lui parle d'une seule chute dans cet escalier près du canal. Le médecin légiste avait souligné aussi que certaines de ces lésions étaient déjà un peu anciennes, donc que ça n'était pas un fait récent qui remontait à 1 ou 2 jours. Et surtout, voilà, c'est ce qui est terrible, c'est ce constat qu'elle est morte d'une absence totale de soins. Stupéfaits devant de telles conclusions, les enquêteurs cherchent à savoir si le compagnon de Charlotte pourrait être l'auteur des coups qui lui ont coûté la vie. Ils s'intéressent donc de plus près à son histoire. Michael est un jeune homme issu d'une famille composée de 2 enfants. Il a une grande sœur. Il a longtemps été choyé par ses parents. Et c'est un enfant qui va véritablement souffrir de la rupture de ses parents, qui va présenter par la suite des angoisses d'abandon qui vont quelque peu façonner sa personnalité. C'est un garçon que beaucoup décrivent comme immature et présentant une certaine instabilité, tant personnelle que professionnelle. En effet, l'homme de 34 ans a 3 enfants qu'il n'a quasiment jamais vus et ne cesse d'enchaîner les petits boulots. Il n'a jamais en fait gardé un travail. C'était quelqu'un qui commençait quelque chose et puis ça allait pas, et puis il s'entendait pas avec les personnes, donc il changeait. Il changeait parce qu'il était instable, parce que c'était difficile pour lui, parce qu'il n'acceptait pas l'autorité, parce qu'il y avait des conflits, et comme il était tout le temps dans l'évitement des conflits, eh bien voilà, il préférait partir plutôt que d'affronter le conflit. Multipliant les lieux de vie, Michael s'installe à Cahors en 2005. C'est alors qu'il fait la rencontre, 2 ans plus tard, de Charlotte, de 17 ans sa cadette. Michael rencontre Charlotte dans une boîte de nuit à Cahors. Et de suite, le courant va très vite passer entre cet homme qui a à l'époque 34 ans et cette jeune fille qui a moitié son âge puisqu'elle n'a que 17 ans lorsqu'ils se rencontrent. Michael, au départ en tout cas, présentait ce côté rassurant. Il était doux, avenant, c'était quelqu'un avec qui les relations étaient très faciles. Mais rapidement, des bruits courent sur la jeune femme, ce qui va fortement déplaire à son compagnon.
Sur Cahors, Charlotte a pu avoir une réputation de fille facile. On a pu dire de Charlotte qu'elle avait eu des aventures avec différents hommes. Et tout cela est insupportable pour Michael. Michael doit, en tout cas dans son esprit, être le seul et il supporte très mal le passé de Charlotte et le fait qu'elle ait pu avoir avant lui d'autres hommes. C'est également une des raisons pour lesquelles le couple va quitter Cahors, parce que cette rumeur assourdissante pour Michael lui était insupportable. Pour que les parents de Charlotte acceptent de le laisser quitter la région avec leur fille de 17 ans, Michael se montre très convaincant. On va essayer de trouver un travail, on va essayer de construire quelque chose. Et en plus, Michael va faire croire aux parents de Charlotte que Charlotte est menacée à Cahors, qu'elle serait menacée par de mauvaises fréquentations. 2 mois avant le drame, le jeune couple fait donc ses valises pour la région bordelaise. Mais alors que se passe-t-il ensuite? Comment les choses vont-elles dégénérer? Confronté au rapport d'autopsie, comment s'expliquera Michael? En juillet 2008, 2 mois avant la découverte du corps de Charlotte, le couple quitte Cahors. Ce sont les parents de la jeune femme qui les accompagnent à Langon, en Gironde. Ils vont être accueillis et hébergés chez une amie de Michael, amie assez particulière puisque c'est la mère de ses 2 enfants, sa première compagne. Mais le séjour ne va pas se dérouler comme prévu, car leur hôte, excédé par le comportement de Michael, ne va pas tarder à les mettre à la porte. C'est tellement infernal qu'il faut que vous partiez. Elle entend des cris, des hurlements la nuit et elle ne peut pas supporter en fait de voir Charlotte victime de violence. Et elle décrit Michael comme buvant plus que de raison. Le couple se rend alors à Cazaux. Et dans la station balnéaire, les riverains remarquent le comportement étrange des 2 amants. Un comportement très particulier de la part de Charlotte qui dissimulait son visage avec ses cheveux, qui était toujours en retrait, sans pouvoir identifier quelle était la cause de tout ça, bien sûr. À l'hôtel où ils résident, Charlotte et Michael ne tardent pas non plus à attirer l'attention. Très vite, les voisins de leur chambre vont se plaindre auprès du directeur de l'hôtel de bruits suspects qu'ils entendront. Ils entendront des disputes, ils entendront des cris, des coups dans les murs et parfois même une jeune fille pleurant jusqu'au bout de la nuit. Mais malheureusement, personne ne prévient les forces de l'ordre. Le temps passe, Charlotte et Michael n'ont toujours pas trouvé de travail et ils ne parviennent donc plus à payer l'hôtel. Le couple a eu besoin d'argent, a plusieurs fois sollicité les parents de Charlotte. Et de fil en aiguille, ils se sont quand même posé beaucoup de questions. Et à un moment donné, ils ont décidé de récupérer Charlotte. Ils ont essayé de la joindre, et sans y parvenir. Et pour cause, c'est que c'était le moment c'était le moment du drame. Au commissariat d'Arcachon, fort de ces nouveaux éléments, les enquêteurs réinterrogent Michael. Mais le jeune homme de 34 ans ne semble pas dans son état normal. Le début de la garde à vue avait été un peu compliqué pour les enquêteurs qui ont réalisé qu'en fait Michael était sous l'emprise de l'alcool. Et je pense qu'il avait dû consommer pas mal d'alcool avant d'être interpellé. Lorsque les policiers lui font remarquer que ses mains sont toutes boursouflées, Michael finit par craquer et avoue s'être montré violent envers sa jeune compagne. Il explique ses gestes de violence par le fait qu'il était obsédé par l'idée qu'elle puisse avoir gardé contact, alors ce qui est totalement impossible, avec ses anciennes fréquentations, et surtout obsédé par le passé amoureux éventuel de Charlotte. À l'issue de sa garde à vue,
Michael est mis en examen pour coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il est placé en détention provisoire. Alors Michael a-t-il agi de manière impulsive? Ou le jeune homme est-il foncièrement violent? En fouillant dans son passé, les enquêteurs vont vite s'apercevoir qu'il n'en est pas à son coup d'essai. Au commissariat d'Arcachon, pour mieux cerner le profil de Michael, les enquêteurs se penchent sur son passé amoureux. De nombreuses compagnes de Michael vont être auditionnées et vont donner tout un descriptif assez similaire. Michael est décrit au départ comme quelqu'un d'avenant, de gentil, de doux, mais quelqu'un qui très vite va avoir de lui-même une autre facette. Le visage d'un homme jaloux, d'un homme possessif, d'un homme qui enferme ses compagnes, qui subtilise leur téléphone portable et qui les isole du reste de leur famille. Quelqu'un qui a ce penchant pour l'alcool, qui boit beaucoup. Sabine a partagé la vie de Michael durant 3 mois. Pour crime, elle accepte de témoigner. J'ai rencontré Michael au tout début où on était juste copains. Il était très jovial, il rigolait beaucoup, il aimait bien faire la fête. Et puis il s'est proposé de me venir en aide. Parce qu'à l'époque je vivais dans la rue, du coup il m'a proposé de m'héberger puisqu'il allait prendre un appartement. Mais au début, quand j'ai commencé à vivre avec lui, il était très gentil, très attentionné, il m'a même offert des cadeaux. Je voyais rien de bizarre en lui. Mais au fur et à mesure, le comportement du jeune homme va radicalement changer. Il partait au travail, il m'enfermait dans l'appartement. Je n'avais pas le droit de sortir tant qu'il n'était pas rentré. Quand il rentrait du travail, j'avais le droit à environ 20 minutes. C'était à peu près le temps qu'il fallait pour faire l'aller-retour jusqu'au supermarché et revenir. Je sortais 20 minutes. Possessif et jaloux, Michael isole totalement sa compagne. On a eu des disputes où il m'a dit « je veux pas que tu parles, je veux pas que tu parles à des hommes, je veux pas que tu regardes des hommes, je veux pas que tu souris à des hommes, tu baisses les yeux ». Humiliée et rabaissée au quotidien, Sabine va rapidement s'apercevoir de la dangerosité de son compagnon. Elle se souvient de la première fois où il a levé la main sur elle. Un soir, tout bête, où on avait pris un apéritif. J'avais fait à sa demande une salade de riz qui était trop cuite à son goût. Et il s'est énervé, il a jeté le saladier dans l'appartement. Et qui était crépi, il y avait de la moquette, et puis il m'a demandé de ramasser les grains de riz un par un, à la main. Je me suis exécutée pendant un certain temps, et au bout d'un moment où j'en ai eu marre, je me suis énervée, et je lui ai dit « laisse-moi prendre l'aspirateur, ça ira beaucoup plus vite ». Et il s'est énervé. Alors il était très alcoolisé, il m'a attrapé par les cheveux, il m'a poussé, jusqu'au moment où il m'a mis une gifle. Et à partir du moment où il m'a mis une gifle, je suis partie m'enfermer dans la salle de bain, parce que j'ai eu peur. Après cet épisode traumatisant, Sabine quitte définitivement Michael. D'après le psychologue qui l'a expertisé, le trentenaire ne choisit pas ses compagnes au hasard. Il ressent le besoin d'avoir un ascendant sur elle. Michael a besoin de choisir des femmes qui pourraient se soumettre, donc des femmes vulnérables. Alors que ce soit des femmes en difficulté financière, que ce soit des femmes en difficulté psychologique, que ce soit des femmes en difficulté intellectuelle. Pour établir une maîtrise, il y a cette nécessité de choisir quelqu'un de vulnérable. Le caractère excessif et violent de Michael ne fait alors plus aucun doute. Mais quelques jours avant l'ouverture de son procès, coup de théâtre. L'homme de 34 ans revient sur ses aveux dans une lettre adressée au juge. Il dit qu'il veut revenir sur ses déclarations, qu'en fait, voilà, il a parlé de violence, mais que vraiment, il a pu donner une gifle, mais rien qui ait pu causer le décès de Charlotte, et qu'en fait, Charlotte, elle serait décédée uniquement parce qu'elle avait fait une grosse chute
dans un canal. Quant aux procédures antérieures qui figurent dans le dossier, il va simplement dire que c'était des mensonges et que lui n'a jamais été violent, que ce n'était pas dans son comportement. Alors comment se déroulera le procès après ce soudain revirement? Michael conservera-t-il cette version des faits lors de l'audience? Et les jurés le déclareront-ils coupable? À la cour d'assises de Bordeaux, le 28 mars 2011, 3 ans après la mort de Charlotte, le procès de Michael s'ouvre. L'ambiance est électrique et sur le banc des parties civiles, les parents de la jeune victime font face. Les deux mots pour décrire la famille de Charlotte et les sentiments de la famille de Charlotte, c'est la colère et la souffrance. Dans le box des accusés, Michael est impassible. Tout l'enjeu du procès est alors de définir l'origine des nombreuses plaies trouvées sur le corps de la jeune femme. Toute la difficulté était donc de savoir qui était l'auteur de ces coups. En tout cas, est-ce que ces plaies provenaient de coups ou ces plaies provenaient-elles d'une chute, comme l'a expliqué Michael devant le juge d'instruction. À la barre, les témoignages se suivent et se ressemblent. Ces témoins vont tous être à charge, puisque vont dépeindre le même homme. Un homme violent, un homme alcoolique, un homme qui pourrait être le bourreau qui aurait donné la mort à Charlotte. Michael se défendra à chacune de ses accusations, à chacune de ses anciennes compagnes l'accusant de violence, il opposera le mensonge. Il n'est pas un homme violent. Certes, il a des problèmes d'alcool, certes, il a le verbe haut et il peut s'emporter, mais jamais, jamais il ne se muera en bourreau et ne sera amené à rouer de coups aucune de ses victimes. Mais si l'accusé se dédouane de toute responsabilité dans la mort de sa compagne, la présentation du rapport d'autopsie va lourdement l'accabler. C'est là où les jurés et la cour, les gens présents dans l'assistance ont découvert dans quel état se trouvait Charlotte lorsqu'elle a été découverte. Et c'est saisissant parce que on avait le sentiment qu'elle a vécu un terrible calvaire pendant plusieurs semaines. D'ailleurs, l'avocate de la défense avait demandé aux parents de Charlotte de sortir de la salle à ce moment-là pour ne pas qu'ils entendent ce rapport extrêmement précis, comme toujours. Après 4 jours d'une audience sous haute tension, le verdict tombe. Michael est condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour coup mortel, aggravé par le concubinage et la vulnérabilité de la victime, sans intention de donner la mort. Pour Michael, cette décision est injuste. Il n'est pas à l'origine de la mort de Charlotte. Il refuse ce verdict de culpabilité. L'homme de 34 ans fait donc aussitôt appel, et lors de son second procès, 1 an plus tard, sa peine est alourdie d'un suivi socio-judiciaire de 5 ans, avec obligation de soins. La cour d'assises, effectivement, d'appel a assorti la condamnation de réclusion criminelle de 18 ans d'une peine complémentaire, c'est-à-dire un suivi socio-judiciaire pour une durée de 5 ans. Ce qui fait qu'en fait, ça oblige l'accusé à justifier, à rendre des comptes à la justice pendant une durée de 5 ans, mais dans un régime qui est très strict. Aujourd'hui, à Cahors, les parents de Charlotte peinent à faire le deuil de leur unique enfant. Quant aux ex-compagnes de Michael, elles ont pris conscience d'avoir échappé au pire et tentent de se relever. Pour la famille de Charlotte, surtout que ça doit être difficile. Ses ex-compagnes, je pense qu'il y en a plusieurs qui ont traversé des sales choses aussi avec lui. Et
Et j'espère qu'elles auront eu la force comme moi de s'en servir voilà, comme quelque chose qui élève, quoi.